ou toutes autres opérations. Sur les passifs en dollars également, c'est-à-dire les devises, le taux est passé de 51,5% à 51%. Il y a quand même une petite baisse et sur les taux et de réserve obligatoire. Donc l'idée aussi, pourquoi on augmente en général les taux sur les passifs en dollars? Parce que la BRH est très préoccupée par la dollarisation de l'économie. La dollarisation de l'économie est un problème, dans le sens que la BRH n'est pas ce qu'on appelle prêteur dernier ressort de dollars. Il est prêteur dernier ressort de gouttes. S'il y a un problème dans le système au niveau des gouttes, la BRH peut intervenir pour soit calmer le marché ou solutionner le problème. Mais la BRH n'est pas prêteur un dernier ressort pour les dollars. Donc, la politique de la BRH, c'est de rendre le plus difficile possible les opérations en dollars. De ne pas faciliter les opérations en dollars et de prioriser les opérations en cours. C'est pourquoi plus le taux de réserve obligatoire est élevé, plus le coût des ressources est élevé aussi. Plus le taux d'intérêt sur les prêts est élevé. Donc, mais tout ça, ça s'inscrit dans le cadre d'une politique qui vise à décourager les prêts en dollars ou les opérations en dollars au profit des opérations en cours. Merci. Le quitus qui est prolongé s'applique-t-il également à la douane? Le mécanisme est-il étendu à la douane, donc pas besoin d'enregistrer le quitus sur le registre douanier? C'est une très bonne question. Il n'y a pas de confusion, c'est clair. La Direction générale des douanes reconnaît pour recevable le quitus jusqu'à la période de la validation. Une fois le quitus expiré, il appartient à l'opérateur de se rendre à la Direction générale des dépôts pour faire renouveler son quitus. Ça, c'est ce qui se fait dans la pratique. Autrement dit, le quitus arrivé à terme le 31 mars ou le 15 avril, eh bien, son détenteur est dans l'obligation d'aller à la DG pour faire renouveler son quitus. À ce moment-là, toutes les obligations mensuelles devront être payées et le quitus sera renouvelé pour une autre période de 3 mois. Autrement dit, ce n'est pas une extension automatique. Merci. Parmi les mesures prises en faveur des entreprises, y en a-t-il qui présentent un certain avantage pour le travailleur? Quelles formes d'allègement sont prévues en faveur des employés des entreprises? C'est une bonne question. Alors, voilà ce qui arrive. Les mesures qui sont prises, alors pourquoi je dis la vérité? Nous sommes en présence de l'État qui n'a pas de ressources, il faut le reconnaître. Et les ressources principales de l'État viennent des impôts. Or, nous savons tous comment se présente le taux de prélèvement fiscal en Haïti. L'État ne peut pas faire comme ailleurs, c'est-à-dire accorder des subventions et supporter les couches les plus vulnérables, comme ça doit se faire. Mais cependant, il y a quand même certaines mesures qui sont prises, mais quelle est l'option prise, selon moi, par l'État qui est à genoux? Eh bien, l'État voudrait avoir quand même ses ressources pour pouvoir honorer, je dirais, les dépenses incontournables. Je pense au salaire, je pense aux frais d'entretien, etc. Donc, on se dit très clairement, si l'entreprise est en difficulté et qu'elle ne peut pas continuer à payer son personnel, elle doit informer tant les organismes à caractère social, je pense à l'ONA, au FATMA, et à la Direction générale des impôts, pour informer ces institutions-là qu'elle ne peut pas garder son personnel. S'il arrive à l'entreprise
de devoir renégocier, rabattre les salaires à un certain niveau, eh bien, l'entreprise peut, encore une fois, eh bien, suspendre les paiements. Parce que là, il n'y a pas vraiment de paiement de salaire. S'il y a une compensation versée au personnel, à la rigueur, l'entreprise peut faire un prélèvement, je dirais, de 10% comme étant une gratification personnelle, comme étant une prime de loyauté ou de fidélité. Mais, je dis très clairement, il n'y a pas vraiment de mesures prises en matière fiscale au profit des employés, mis à part le report de la soumission de la déclaration d'impôt. Alors, ce qui serait intéressant, c'est par exemple les employés qui sont détenteurs de crédit d'impôt, eh bien, ils peuvent écrire à la Direction générale des impôts de manière à pouvoir se faire rembourser le crédit d'impôt par le biais des reculs d'impôt à la source. Moi, je pourrais ajouter et juste un point. Et il faut comprendre que lorsqu'il y a des mesures qui s'adressent aux entreprises et des mesures qui visent à maintenir l'entreprise en vie et à faciliter les opérations d'entreprise dans une conjoncture aussi difficile, tant les mesures monétaires que les mesures fiscales, indirectement, n'est-ce pas, l'ouvrier, l'employé en bénéficie. Puisque en cas de fermeture d'entreprise, n'est-ce pas, l'employé perd son emploi et perd ses revenus et ne va pas pouvoir faire face aux obligations familiales. Donc, en gardant l'entreprise en vie par des mesures, je dirais pour le moment temporaires, en attendant certaines mesures et plus substantielles. En gardant ces mesures, ces entreprises en vie, indirectement, je le répète, l'employé en bénéficie. Il faut garder ça à l'esprit. Merci. Prochaine question. Il y a plein d'autres questions en attendant. Pourquoi n'a-t-on pas modifié le mode de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques? Cette question est agitée depuis plusieurs années. C'est en 2005 que le décret relatif à l'impôt sur le revenu a prévu que le minimum d'imposition en Haïti est de 60 000 euros. À l'époque, c'était 27 euros ou un euro. Eh bien, ce plaidoyer doit être fait parce que, effectivement, dans le projet de budget qui n'a pas été voté par le Parlement, il y avait une modification du barème d'imposition. Malheureusement, ce projet de budget n'a pas été voté, eh bien, puisque nous sommes en matière de finances publiques, disposition d'ordre public est d'application, aussi longtemps qu'elle n'a pas été modifiée, donc on est dans l'obligation d'appliquer l'ancien barème. Donc, ça voudrait dire que dans le prochain budget 2019, 2020-2021, puisque dans le budget 2019-2020, à l'aide de cadrage du Premier ministre, ne fait pas état de changement de barème. Ça sous-entend que les associations patronales, les associations salariales, les syndicats, les professionnels, les chercheurs, eh bien, peuvent continuer à faire ce plaidoyer pour qu'en principe, on arrive à modifier notre évolution. Mais pour l'instant, eh bien, il n'y a aucun changement. On applique l'impôt, on nous considère comme le minimum imposable les 60 000 gouttes qui aujourd'hui représentent 60 000 gouttes divisé par 100 euros. Prochaine question. Depuis quelques années, les crédits d'impôt réalisés par le contribuable, employé, ne bénéficient pas de l'approbation de la DGI. Ne pensez-vous pas que ce principe de retour d'impôt, tax return, devait être institué de manière automatique en faveur du contribuable haïtien? Je dois vous dire que là, vous parlez un convaincu. Et j'ai eu plusieurs expériences qui se sont révélées, je dirais, concluantes, puisque je connais des contribuables qui ont écrit une correspondance à la DGI pour demander la récupération du crédit, et ceci a
je dirais, ils ont eu gain de cause. Alors, ce qui est important, il faut encourager les opérateurs, les agents économiques, à être très formels. Quand vous écrivez une correspondance additionnelle pour un montant aussi, pour un aussi important, eh bien, il faut donc garder votre accusé de réception. Et à ce moment-là, l'article 44 dit très clairement que le contribuable qui a un crédit d'impôt peut solliciter, ou solliciter le crédit, à ce moment-là, eh bien, l'employeur en question peut faire le déplacement pour s'enquérir auprès de la direction générale pour savoir pourquoi on n'a pas accordé, on n'a pas agréé un droit acquis. C'est ce qu'il faut faire. Mais, je dois vous dire sincèrement, depuis environ, je dirais, entre 2, 3 à 5 ans, eh bien, certains contribuables arrivent à obtenir la récupération de leur crédit d'impôt. C'est sûr et juste. Et il faut mener un combat dans ce sens aussi, de manière à ce que les employés soient aussi protégés. Vous avez mentionné les entreprises dont l'exercice fiscal s'étend du 1er octobre au 30 septembre. Qu'en est-il de celles dont l'exercice fiscal se termine le 31 mars? C'était une illustration. L'entreprise vapeur financière prend fin le 31 mars et qui a un délai de 90 jours, ça veut dire si son actif total, son chiffre d'affaires est égal ou inférieur à 25 millions de gourdes et qui n'est pas astreinte à l'audit, eh bien, elle a un délai normal de 3 mois. Si, dans cette période-là, elle est dans l'impossibilité sur ses rapports financiers, eh bien, elle peut obtenir une extension de délai de 30 jours additionnels. C'est-à-dire, nous disons, avril, mai, juin. Donc, elle a jusqu'au 30 juin ses rapports financiers. Elle peut avoir un 4e mois, qui est le mois de juillet. Eh bien, si l'entreprise, à l'inverse, dispose d'un chiffre d'affaires, d'un actif total, dépassant 25 millions de gourdes, auquel cas elle est astreinte à l'audit indépendant obligatoire, eh bien, cette entreprise-là, elle a un délai normal de 120 jours avec une extension de délai de mois, ce qui fait 5 mois. Donc, si nous prenons mars, nous prenons le mois de mars, et on va avoir avril, mai, juin, juillet. Bien normal, le 1 juillet. Eh bien, l'entreprise a jusqu'au 31 août pour voir, cependant, durant cette période expirant le 31 juillet, elle n'a pas le temps de soumettre ses rapports financiers audités à la DGI, elle peut solliciter un mois additionnel, ce qui ramène le délai à la fin du mois d'août. Donc, encore une fois, ce qui arrive à le cas, eh bien, c'est l'entreprise-là, étant dans le délai normal, eh bien, elle n'aura pas d'amende, ni amende ni pénalité, parce qu'elle aura bénéficié des dispositions régulières de la loi. Malgré les mesures prises par la BRH, le taux de change ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce qui explique tout cela? Les récentes mesures prises par la BRH ne ciblent pas le marché des changes. Et si nous reprenons les facteurs qui influencent le marché des changes, il y a une offre et une demande. Et l'offre du marché des changes, particulièrement l'offre de devises, est alimentée par les transferts de la diaspora de l'extérieur, qui jusqu'avant la pandémie et jusqu'à septembre 2019 atteignaient environ 3 milliards de dollars. On avait les exportations qui étaient autour de 1 milliard de dollars. Et aussi, on avait également les dons des bailleurs qui ne dépassaient pas 200 ou 300 millions de dollars. Et du côté de la demande, c'est important. Du côté de la demande, les importations, jusqu'à septembre 2019, avaient atteint 5 milliards de dollars. 5 milliards 2, je crois, 5 milliards 2, 5 milliards 3. Et les importations. Ensuite, les transferts et de devises vers l'extérieur, puisqu'il y a des gens qui ont des obligations à l'extérieur, des enfants qui sont en train d'étudier, autres, etc. Donc, et tout cela constituait la demande
et par rapport à l'offre de devises. Et il existait toujours un solde négatif d'à peu près autour de 1 milliard. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant sur le marché? On a d'abord l'effondrement, pas l'effondrement, mais une baisse significative des transferts des Haïtiens en provenance de l'extérieur, puisque les Haïtiens perdent l'emploi à l'extérieur comme aussi les Américains. Donc, n'oublie pas que, on a mentionné, il y a à peu près plus de 22 millions, n'est-ce pas, de pertes d'emploi dans le système américain, dans l'économie américaine actuellement. Les Haïtiens sont concernés. Donc, maintenant, le Fonds monétaire, la Banque mondiale ont fait des prévisions de baisse de transfert. Et c'est une prévision optimiste pour le moment. Et de baisse de transfert de la diaspora à peu près 30%. Okay? Les exportations, les recettes d'exportation sont inexistantes, pratiquement. Les recettes d'exportation sont inexistantes. Donc, ce qui signifie qu'il y a quand même une baisse de l'importation. Je veux dire, du côté de la demande, il y a une baisse des importations, puisque le baril de pétrole est parti à peu près $100, à peu près $20. Donc, il y a une baisse dans les exportations. Et également au niveau des produits alimentaires, vu les difficultés qui existent maintenant, et donc de transport et d'interdiction à droite et à gauche. Donc, l'importation des produits alimentaires, le poste produits alimentaires a beaucoup baissé. Et donc, c'est pourquoi, disons qu'à la VRH, et on va avoir une réunion là-dessus, on s'interroge beaucoup sur le taux de change actuel. Lorsqu'on examine ce qu'on peut appeler les fondamentaux, et c'est vrai, il y a baisse du côté de l'or, mais il y a baisse aussi du côté de la demande. Donc les baisses sont significatives des deux côtés. Donc, on s'interroge beaucoup sur ce dérapage du taux de change qui est arrivé à 100 gouttes, juste au moment où les deux volets du marché s'effondrent. Donc, c'est ça qu'on va analyser et c'est ça qu'on a initié et cette semaine et la semaine prochaine, on va avoir une réponse. Prochaine question. En cas de suspension du contrat de mon employé, suis-je astreint à payer la TMS retenue sur salaire au FATMA? Là où il n'y a rien, le droit perd ses droits. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'impôt non plus. La seule chose qu'il faut faire, il faut notifier à la fois la DGI et les institutions sociales, notamment l'ONA, le FATMA. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que pour l'instant, est-ce que vous avez d'autres questions ou bien est-ce qu'on peut s'arrêter là et libérer M. Henry et M. Payan, qui sont des hommes très occupés? D'accord, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup à... Ah, on a encore une question. Mécanisme prévu par la BRH si ma banque refuse de me livrer mes dollars. La banque ne peut pas vous refuser. La banque peut, et à un certain moment, ne pas avoir la disponibilité. Alors, lorsque vous parlez de dollars, vous parlez des billets dollars, de cash dollars. Il y a deux choses. Les dollars, ce n'est pas seulement les billets. Votre compte en dollars, il y a deux types de monnaie dans l'économie. Il y a ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui est la monnaie le cash. Il y a la monnaie scripturale, qui est le dépôt à vue dont vous disposez et adossé à ce dépôt à vue, vous avez un chéquier. Vous pouvez faire un certain nombre de dépenses à travers ce chéquier. D'accord? Qui fait circuler cette monnaie scripturale. Maintenant, le dépôt cash, et c'est pourquoi nous sommes très prudents. Ce qui se trouve sur mon compte. Ce qui se trouve sur votre compte. Le dépôt cash, le cash se trouve sur votre compte. Effectivement, vous pouvez disposer du cash, de ce cash. Vous pouvez dépenser avec ce montant qui est sur votre compte, qui est une monnaie scripturale. Vous pouvez faire des chèques. La banque ne veut pas honorer votre chèque.
La banque devra honorer votre chèque. Maintenant, si vous allez au guichet de la banque, vous lui demandez 4 dollars, et la banque peut ne pas avoir la disponibilité au moment où vous demandez le 4 dollars. Et puis ça dépend du montant que vous demandez. Ouais. Le montant, même en bout, vous pouvez arriver dans une banque et vous demandez un montant en bout de 4. La banque peut ne pas avoir ce montant sur le coup à vous donner, n'est-ce pas? La banque va se référer pour le bout de la BRH et maintenant, vous demandez de revenir pour vous donner ce montant. Ce n'est pas un montant courant. Et maintenant, pour le cash, il y a un problème. Parce que la Banque centrale, comme je disais au début des échanges, la Banque centrale n'est pas prêteur en dernier ressort de dollars. C'est-à-dire, la Banque centrale n'est pas un institut d'émission de dollars. La Banque centrale est un institut d'émission de bourse. Donc, la Banque centrale n'a pas l'obligation de mettre à la disposition des banques commerciales des dollars. Maintenant, il y a eu un problème effectivement de circulation de cash dans le système, mais on n'a pas à s'inquiéter. C'est du fait que le cash venait par avion. C'est tout. Donc maintenant, il y a eu des problèmes au niveau du transport. Le cash n'est pas rentré. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Ce problème vient de la conjoncture, des mesures, je dirais, restrictives qui sont prises liées à cette pandémie et la diminution des vols, diminution de trafic et aérien et tout ça parce que le cash dollar que vous voyez dans les rues qui circulent dans les banques et autres, ce cash est rentré par avion et est distribué aux différentes banques selon leur demande et leur disponibilité. Donc maintenant, il y a un problème. Il y a un problème, effectivement, et de 4 dollars. Le 4 dollars est disponible à l'extérieur. Le 4 dollars ne veut pas entrer. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, votre 4 dollars est là, mais ça ne peut pas rentrer, vous le voyez, et circuler maintenant en Haïti. Pourriez-vous porter certains éclaircissements sur le nouveau formulaire numéro 007 de la TCA par rapport à l'ancien au niveau du crédit apparemment non accepté par la DGI? C'est une question qui a été agitée c'était au mois de février, lors d'une rencontre patronnée par la Chambre de commerce. Et, je m'appelle très bien, M. Bernard a eu à inviter le ministre des Finances, M. Poivert, de façon à discuter cette question. Quelle est la question en fait? Quel est le fondement de la question? Eh bien, pour les activités commerciales, il y a une disposition qui mentionne quoi? Qui mentionne que la TCA qui est avancée sur un bien revendu en l'état n'est récupérable qu'en proportion des quantités vendues. Cela signifie que si j'importe une marchandise et que je paie la douane sans groupe de TCA, eh bien, il faut que le bien soit revendu dans son intégralité pour pouvoir récupérer les 100 gouttes de TCA avancées. Si mes ventes représentent 50% de cet arrivage-là, eh bien, je ne pourrai déduire que 50% du montant de la TCA avancée. Ceci pose problème. Et c'est pourquoi la Chambre de commerce, aussi bien que l'ordre des comptables, eh bien, ont eu à écrire au ministre des Finances pour que l'on se prononce sur l'applicabilité d'une telle mesure. Cette mesure-là, elle remonte à plus de 2 ans. Il y avait une tentative de la DGI pour la mettre en application. Elle a été reportée vu les difficultés qu'on avait décelées. Et présentement, on peut appliquer cette disposition. Quelles sont les implications, je dirais, de gestion, de gestion de cette disposition? Ça voulait dire qu'il faut avoir des ventes par arrivage. Vous remarquez, l'entreprise qui a pratiquement 10 arrivages, 15 arrivages, 100 arrivages,
eh bien, il faut qu'elle les vende par arrivage. C'est extrêmement compliqué. Ça veut dire que cette disposition-là, elle n'est pas, je dirais, nous dis très franchement, comme je le dis aux gens de la Régie aussi, une disposition qui n'est pas applicable. C'est augmenter les frais de perception d'impôts pour le contribuable. Je veux dire, le contribuable qui collecte l'impôt pour la DGI, il encourt des frais. Maintenant, vous demandez d'avoir une gestion par arrivage. Et, je dirais, cette disposition-là, elle s'écarte tout à fait du modèle de référence que la taxe sur valeur ajoutée, où on accorde au contribuable la possibilité de tout déduire. Certes, il y a des modèles, je dirais, des accommodements en fiscalité en ce qui a trait à la PCA, mais cette disposition-là, franchement, elle pose des problèmes de comptabilité, de gestion, et qui, simplement, doivent être prises en compte tant par les autorités que par les agents économiques, de manière à rendre le système beaucoup plus fluide. On ne peut pas avoir un système fiscal qui, en principe, rend la vie impossible aux collecteurs d'impôts. Au contraire, le contribuable client, il faut que les dispositions soient aménagées telles que l'on porte le contribuable à être, je dirais, plus confortable, plus commode de l'accomplissement de ses obligations fiscales. Donc, je dois vous dire honnêtement, eh bien, il faut discuter avec le ministère des Finances de manière à ce que cette mesure-là soit reportée en attendant de pouvoir bien comprendre, parce qu'aujourd'hui, il y a même des recommandations d'une mission du Fonds monétaire international qui demande à Haïti d'appliquer la TVA. Or, cette disposition-là, elle représente, cette disposition-là est tout à fait contraire au modèle de référence de la taxe sur la valeur. Donc, je suis tout à fait partisan d'un report de cette disposition-là, en attendant que ceci soit clarifié. Parce qu'on ne peut pas avoir une disposition légale sans avoir des simulations. Je suis certain, s'il y avait des simulations, des exemples, pour comprendre comment appliquer cette disposition-là, je suis certain qu'on n'aurait pas besoin. Merci. J'ai une dernière question, mais ce n'est pas vraiment dans le cadre des mesures fiscales et financières, mais bon, ça a été posé. Est-ce qu'une compagnie doit payer les bonus sur les overtime? Je réponds rapidement. Que dit les dispositions du Code du travail? Bien, le Code du travail prescrit très clairement que tout ce qui entre dans la rémunération du salarié, eh bien, doit faire partie de la base de calcul du bonus légal et un réservoir. Habituellement, il y a une forte pression sur le taux de change de l'approvisionnement en dollars pour les achats de pétrole. S'il y a une baisse du prix du baril de pétrole de 100 à 20 dollars, pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas de compensation pour le fait que la diaspora a des difficultés à envoyer des fonds? Je ne pense pas que la question vous soit dirigée, c'est une question gouvernementale, mais il y a une forte pression. Il y a une forte pression sur le taux de change de l'approvisionnement de dollars pour les achats de pétrole. S'il y a une baisse du prix du baril de pétrole de 100 à 20 dollars, pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas de compensation pour le fait que la diaspora a des difficultés à envoyer des fonds? On n'a pas commandé de pétrole. Les fonds de la diaspora, et c'est vrai qu'il y a une diminution du prix du baril sur le marché international de 100 à 20 dollars. Les fonds de la diaspora ont toujours servi au paiement, je dirais, de la facture pétrolière. Mais ce n'est pas le seul, ce n'est pas la seule ressource en devise qui contribue, je dirais, à ce paiement. Parce que la facture pétrolière était une facture assez importante. Hein. C'est à peu près 60 millions de dollars par mois, donc ça fait presque 1 milliard. Avec le taux de change, c'est ça le problème. Donc, au regard des autres dépenses, il y a le paiement, il y a le paiement de la dette publique aussi. Le paiement de la dette, Haïti doit payer cette dette. Et il y a tout ça. Donc, ce n'est pas uniquement le fait de ne pas, que le baril de pétrole, que le prix du baril est chuté, et que ça explique qu'on devrait avoir une détente sur le marché. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une interrogation de la Banque centrale
et la banque va adresser le problème parce qu'il devrait y avoir une détente. On n'a pas eu cette détente. On se questionne aussi là-dessus. On a le même questionnement que celui qui a posé la question. D'accord, on va vous libérer. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes deux personnalités très occupées. Merci infiniment, Monsieur Henri, Monsieur Payan. Merci beaucoup. Je laisse le chat ouvert pour que vous puissiez envoyer vos emails. Comme ça, on pourra vous faire parvenir l'enregistrement de ce webinaire. Merci encore pour votre participation. Un grand merci au vice-gouverneur et à M. Payan. Vraiment un grand merci. Bonne continuation. Bon courage. Il en faut. Merci à vous. Faites attention à vous et bon week-end. À très bientôt.